de la déclaration du président Emmanuel Macron avant d'en venir à l'analyse que j'en fais. Je crois que cette déclaration ne vous a point échappé et l'un des résumés de cette déclaration est bien donné, est parfaitement donné par la réponse qu'il fait à un moment donné à la question que lui pose un journaliste, une réponse dans laquelle le président Emmanuel Macron résume en quelque sorte son point de vue. J'aimerais qu'on l'écoute à nouveau. Vous avez parlé d'un sentiment anti-français qui était porté par certains responsables politiques. À qui faites-vous allusion? Et surtout, est-ce que vous menacez de retirer les troupes françaises du Sahel, de la région, si vous n'obtenez pas certaines choses de vos cinq homologues le 16 décembre prochain? Alors d'abord, il y a eu plusieurs mouvements de la société organisés par des groupes politiques, des groupes d'influence anti-français que nous avons vus, qui ont été d'ailleurs rapportés par voie de presse. Et ensuite, il y a eu des ministres qui se sont exprimés, dans les deux pays que j'ai cités en particulier. Voilà. Donc moi, j'ai besoin d'une clarté. Il y a des chefs d'État et de gouvernement, au moment où nous nous parlons, compte tenu de ce que nous avons vécu, je considère qu'ils nous doivent la clarté et le fait qu'ils nous demandent d'être là et qu'ils l'assument. Parce que la France n'est pas là avec, comme j'ai pu parfois l'entendre, des visées néocoloniales, impérialistes ou des finalités économiques. On est là pour la sécurité collective de la région et la nôtre. Il faut que ce cadre soit clair et assumé par tout le monde. Et tout le monde s'en portera mieux et chacun aura à traiter les ambiguïtés qui existent chez lui. Pour le moment, ça n'est pas suffisamment le cas. Et je l'ai dit, c'est une condition nécessaire. Donc pour le moment, dans les tête-à-tête que j'ai eu avec chacun de ces chefs d'État et de gouvernement, ils ont toujours été clairs avec moi. J'ai besoin qu'ils l'affirment politiquement dans leur pays, avec leur parlement ou leur système politique, selon d'ailleurs les institutions qui existent, et devant leurs opinions publiques. Qu'on puisse le réaffirmer ensemble, et sur cette base, nous pourrons avancer. Je dis, c'est une condition nécessaire. C'est pas autant de la menace, mais je dis que j'en tirerai les conséquences si ces conditions ne sont pas remplies. J'ai besoin de ces clarifications pour continuer à maintenir la présence française. Voilà, je vous remercie. Il fallait d'abord vous faire écouter cette première version de la déclaration du président Emmanuel Macron, version dont je vais ressortir l'essentiel des thèses, les thèses implicites à cette déclaration. Dans cette déclaration, le président Emmanuel Macron souligne son agacement devant ce qu'il appelle le sentiment anti-français. Dans cette déclaration, le président Macron souligne le fait qu'il observe qu'à travers l'Afrique se développent des mouvements sociaux, des groupes anti-français, et même que certains ministres des gouvernements, notamment de ces pays du Sahel, se seraient adonnés à des déclarations anti-françaises. Le président Macron souligne une troisième idée, c'est qu'il aurait besoin de clarté de la part des chefs d'État, et notamment que cette clarté s'impose en raison du vécu récent de la France dans cette région. Et je crois que tout le monde a compris que ce vécu renvoie à l'allusion à la perte récente de 13 soldats français dans le nord du Mali. Le président Macron affirme, quatrième thèse fondamentale, que la France n'est présente dans le Sahel que pour la sécurité, d'abord des États du Sahel, mais aussi pour la sécurité de la France elle-même. Et qu'elle n'est pas là-bas pour des raisons néocoloniales, c'est-à-dire économiques et politiques. Il y a une cinquième thèse. Le président Macron appelle les présidents africains des pays du Sahel à venir assumer donc leurs propres ambiguïtés lors d'un face-à-face, d'un tête-à-tête auquel il est convié en France, un tête-à-tête de la clarification. Il y a une sixième thèse importante, c'est que le président Macron demande aux présidents des pays du Sahel, des pays africains, d'assumer leur engagement avec la France ou leur engagement aux côtés de la France devant leur Parlement et devant leurs opinions. Et septième thèse importante, le président Macron dit que ce n'est pas une menace, mais que cette clarification de la ligne officielle des États africains du Sahel est la condition du maintien ou non des troupes françaises. Voilà les 7 thèses que je vais maintenant analyser pour essayer de répondre à une seule question à travers l'analyse de ces 7 thèses implicites du président Emmanuel Macron. La question à laquelle je voudrais répondre, c'est: le président Macron est-il fondé à manifester son agacement envers
les chefs d'État de ces 5 pays du Sahel et globalement envers les chefs d'État africains? Est-ce que l'agacement que manifeste cette déclaration est un agacement fondé? Je tiens à répondre à cette question pour pouvoir extraire cette question de ce que j'appelle actuellement l'emballement émotionnel des deux parts. Du côté de l'Hexagone, en France, emballement émotionnel qui vient du fait qu'on a les yeux rivés sur la mort atroce des 13 soldats français en dernière date tombés au Mali. Emballement émotionnel côté africain, parce que les déclarations du président français, comme on peut se souvenir entre autres de celle de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007, ne laissent pas indifférents sur le continent noir. Ces déclarations déclenchent des souvenirs, ces déclarations déclenchent des réminiscences qui sont de nature à exciter les passions. Alors, le rôle de l'intellectuel, citoyen engagé pour la démocratie, pour l'état de droit, partout dans le monde, en Afrique comme ailleurs, est peut-être d'injecter dans cet emballement émotionnel un peu d'effort, de distanciation critique, de réflexion, et de proposer une réponse qu'on peut estimer réfléchie à la question: M. Macron a-t-il raison de s'agacer? Alors, je ferai parvenir cette réponse au cabinet du président Emmanuel Macron par toutes les voies possibles, afin qu'il puisse bénéficier éventuellement de mes modestes lumières. D'abord, prenons la première thèse. Le président Emmanuel Macron constate qu'il y a un sentiment anti-français. Et c'est ce sentiment anti-français qui l'inquiète. Or, il me semble précisément que le président Emmanuel Macron, en évoquant le sentiment anti-français, contribue à la confusion intellectuelle à propos de l'état des relations entre la France et les Africains en général, la France et les gouvernements africains. Qu'est-ce que c'est que le sentiment anti-français? Le sentiment anti-français se définit comme une espèce de colère, de haine, d'aversion, de détestation qui se développe dans les opinions africaines, dans les sociétés africaines envers la France. C'est le sentiment anti-français. Mais est-ce qu'un sentiment, à lui tout seul, suffit à nous expliquer pourquoi il existe? Nous savons très bien que non. Si nous demandons à un sentiment de se justifier, un sentiment ne se justifie pas, parce que le sentiment renvoie au vécu. Il faut donc aller au-delà de ce qu'on appelle le sentiment pour s'intéresser aux causes de ce sentiment. Or, le président Emmanuel Macron semble ignorer que ce qu'on appelle le sentiment anti-français, c'est en réalité un phénomène composé de plusieurs couches. La couche la plus ancienne du sentiment anti-français en Afrique, c'est le fait que l'économie moderne de la France et de toutes les grandes puissances occidentales s'est construite en bonne partie sur la traite des Noirs d'Afrique. Ça, c'est déjà un. Dans la mémoire longue des peuples africains, la puissance française, qui était alors un royaume, les puissances anglaises, les puissances allemandes, les puissances américaines, les puissances portugaises, les puissances espagnoles ont participé, avec la complicité bien sûr de roitelets et de structures féodales africaines, ont participé à un crime contre l'humanité africaine. On peut poser la question au président Emmanuel Macron: ce crime contre l'humanité africaine a-t-il été suffisamment reconnu? A-t-il été suffisamment réparé pour que l'on puisse dire que la couche la plus ancienne du sentiment anti-français ou anti-occidental, cette couche a été suffisamment purgée? Ma réponse est non. La reconnaissance de la traite des Noirs comme crime contre l'humanité est très récente dans l'histoire. C'est une reconnaissance très récente. Nous venons de traverser pratiquement 6 siècles sans que le monde ne reconnaisse la traite des Noirs comme un crime contre l'humanité. Deuxième couche importante, d'où vient ce qu'on appelle le sentiment anti-français? Le sentiment anti-français vient du fait que la puissance française a participé en 1884-1885 à Berlin, et ce n'est pas très loin dans l'histoire, c'est à peine 200 ans, a participé au partage de l'Afrique sans les Africains.
avec les anciennes puissances esclavagistes. Bénéficiant de la supériorité technologique, de la supériorité militaire, ces puissances ont tracé les frontières des États africains actuels. Et elles ont tracé ces frontières à la baïonnette, au sang, au massacre. Elles ont tracé ces frontières par les déportations. Elles ont tracé ces frontières par l'assimilation de peuples entiers, l'extermination de peuples entiers. Comment le président Macron peut-il penser, même simplement que la blessure coloniale, le traumatisme colonial qui a concerné l'équivalent de pratiquement 50 pays donc, actuels du continent africain, que ce traumatisme soit effacé et que le regard que les descendants de ces Africains, que ce soit des descendants d'esclaves des Antilles ou les descendants de ces Africains colonisés que nous sommes aujourd'hui, comment le président Macron peut-il penser qu'ils aient passé par perte et profit pratiquement 100 à 150 ans d'une histoire, une histoire coloniale qui n'a toujours pas fait l'objet d'une véritable décolonisation conceptuelle, qui n'a toujours pas fait l'objet d'une véritable déstructuration dans la mentalité même de l'Occident, et qui est aujourd'hui encore l'un des parents pauvres de l'enseignement dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités françaises. Je suis bien placé pour vous dire que je fais partie des rares enseignants qui aient pu assurer un enseignement d'histoire de la philosophie africaine dans une université française, ici à Rouen. Sur tout le territoire métropolitain français, on compte au bout des doigts les facultés qui étudient sérieusement la pensée africaine. Alors qu'on enseigne aisément en France la pensée allemande, on enseigne aisément en France la pensée américaine, j'enseigne l'histoire de la philosophie anglo-saxonne à l'université de Rouen, cela ne pose pas de problème. Où sont les lignes scientifiques, culturelles, de reconnaissance des humanités africaines dans la formation de l'élève, de l'écolier, de l'étudiant, de l'homme politique français? Donc, le phénomène colonial n'a même pas suffisamment été imprégné dans les mentalités, dans les esprits, ici en France, pour que les citoyens qui viennent et qui n'ont pas vécu la colonisation, ni en tant que colons, ni en tant que colonisés, aient une mémoire suffisamment critique de ce que c'était. Et donc, voilà le deuxième point dans lequel se nourrit le sentiment anti-français. Et le président Emmanuel Macron n'ose pas en parler. Emmanuel Macron a toute la formation nécessaire pour comprendre précisément les sédimentations qui nourrissent le sentiment anti-français. Et on peut lui demander à lui, Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République en France, depuis 2017, ce qu'il a fait pour contribuer à la déconstruction de ces deux blessures. Celle qui vient de la traite, celle qui vient de la colonisation. Mais il y a une troisième blessure qui nourrit le sentiment anti-français, M. Macron. Ce sont les pseudo-décolonisations des années 50-60. Je dis bien pseudo-décolonisation, car le premier projet constitutionnel proposé par la France coloniale aux Africains, c'est-à-dire le projet de 1958, septembre 58, il prévoyait que la totalité des Africains, des pays africains francophones, soient des citoyens français, mais de seconde zone. Eux, ils avaient droit à avoir des premiers ministres, alors que seule la métropole française conservait le droit d'avoir un président de la République qui serait président de la totalité de la communauté franco-africaine. Tels sont les termes de la première constitution de la communauté franco-africaine. C'est-à-dire qu'en 1958, dans la constitution de la communauté africaine, qui va être validée en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, dans toutes les colonies françaises d'Afrique, ou les territoires sous tutelle française d'Afrique, est actée l'idée que les pays africains vont accéder à une indépendance sous la tutelle française. Une indépendance dans laquelle les citoyens de ces pays n'auront pas les mêmes droits que les citoyens français. C'est ce qui était écrit dans la première constitution ouvertement proposée par l'ordre colonial français aux peuples africains.
Et quand on s'est rendu compte des contradictions de cette constitution, parce que c'est une constitution qui, de fait, faisait entrer dans la citoyenneté française des millions d'Africains qui, de fait, seraient en situation, grâce à leur vote, en situation de prendre d'assaut l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement français, grâce au principe du one man, one vote qui tôt ou tard finirait par s'imposer. Quand De Gaulle s'en rend compte, eh bien, il réunit autour de lui des experts pour concevoir une nouvelle décolonisation. Et c'est la fameuse décolonisation des indépendances sous haute surveillance qui sont accordées aux pays africains francophones. Le Cameroun, le Sénégal, le Niger, tous ces pays, la Côte d'Ivoire, le Gabon, reçoivent une indépendance sous haute surveillance. D'une part, on leur reconnaît enfin le droit d'avoir un président de la République, d'avoir leur parlement, d'avoir leurs institutions, et de l'autre, on veille à ce que ceux qui seront présidents de la République, ceux qui seront députés, ce soient des gens qui sont entièrement acquis à l'acceptation des accords de défense et de coopération privilégiant l'économie et l'industrie française au détriment de la croissance et du développement endogène des pays africains. En réalité, on conçoit pour les pays africains, M. Macron le sait, dans les années 50 et 60, des pseudo-indépendances. Militairement, on maintient des bases pour continuer de les surveiller. Économiquement, on maintient une monnaie qui s'appelait monnaie des colonies françaises d'Afrique et on continue de la contrôler jusqu'aujourd'hui en 2019. Ayant un administrateur français dans toutes les banques centrales d'Afrique francophone, culturellement, on maintient une académie française dans laquelle la francophonie ne respire pas. On crée des institutions de la francophonie totalement dominées par l'ordre français, l'ordre métropolitain, et toutes les crises des organisations de la francophonie témoignent précisément de cette prégnance de pratiques coloniales, condescendantes et absolument inacceptables. On l'a vu lors des récentes crises de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en Côte d'Ivoire. On le voit dans le mode de désignation des secrétaires généraux de l'Organisation internationale de la francophonie. On le voit. Et donc, très clairement, M. Macron peut-il s'étonner qu'il existe un sentiment anti-français? Vous participez à la traite des Noirs. Vous ne vous en repentez pas suffisamment. Moi, quand j'arrivais à Poitiers en 2000, on vendait encore dans les supermarchés des chocolats qui s'appelaient tête de nègre. En 2000, en France, ça se vendait encore des chocolats qui s'appelaient tête de nègre et qui avaient vraiment la forme d'une tête de personne noire. Ça se vendait ici en France, en l'an 2000. Vous participez à envahir des territoires, à arracher des territoires, à exterminer des populations. Et vous vous étonnez de s'aimer dans ces populations un sentiment contre vous. Vous participez au montage de pseudo-indépendance et vous installez à la tête des pays africains des hommes politiques que les Africains, pour la plupart, n'ont pas élus. Des hommes politiques qui s'imposent donc à la force de la baïonnette, de la prison, de la répression, de l'exil, de toutes les forces vives ou de toutes les forces réfractaires à la domination et la soumission. Et vous estimez, M. Macron, qu'en échange, vous avez à recevoir beaucoup d'amour des Africains? Mais prenons seulement la période qui va donc de 1960 jusqu'aux années 2000. Selon les statistiques françaises elles-mêmes, et j'ai consulté de ce point de vue la plupart des centres de recherche de sciences politiques français, la France a organisé une soixantaine de coups d'État en Afrique. Je dis bien une soixantaine de coups d'État entre 1960 et 2000. Quand vous participez en plus à remettre en cause l'ordre démocratique existant dans les pays africains pour imposer à la tête de pays africains, à chaque fois, des personnes qui ne rendent pas compte au peuple, mais qui ne rendent compte qu'à la France, comment pouvez-vous espérer développer sur ce territoire, dans des populations qui de plus en plus sont informées, qui ont accès aux archives de l'histoire, comment pouvez-vous espérer, M. Macron, obtenir autre chose que le sentiment anti-français? Oui, il faut donc répondre à la première thèse de M. Macron. Monsieur le Président, il existe bel et bien un sentiment anti-français. Ce sentiment anti-français a des fondements historiques. Ce sentiment anti-français a des fondements économiques. Ce sentiment anti-français a des fondements politiques. Ce sentiment anti-français a des fondements culturels. La solution pour sortir de ce sentiment anti-français, Monsieur le Président,
Elle consiste à démanteler toutes les structures culturelles, sociales, économiques et politiques qui ont généré ce sentiment. Je recommence. Si vous voulez mettre fin au sentiment anti-français, il vous faut démanteler systématiquement et impitoyablement, rigoureusement, toutes les structures économiques, politiques, culturelles et sociales qui ont rendu possible ce sentiment et qui l'entretiennent aujourd'hui encore. Sur le plan économique, il y a une décision inéluctable que l'État français, la République française doit prendre par elle-même. C'est renoncer à s'immiscer dans la gestion de la monnaie de l'Afrique. La monnaie des Africains. La France doit s'en retirer sans qu'on le lui demande. Parce que les Africains ont peur de le demander à la France, ouvertement, notamment les hommes politiques africains, ont peur parce qu'ils craignent les représailles traditionnelles de la puissance tutélaire. Monsieur Macron, si vous voulez mettre fin au sentiment anti-français, que la France se retire de la gestion de l'argent des Africains. Deuxième point. Monsieur Macron, si vous voulez mettre fin au sentiment anti-français, que les programmes culturels et éducatifs en France, de l'école primaire jusqu'à l'université, intègrent les humanités africaines. Car l'histoire de l'Afrique fait partie de l'histoire de France, comme l'histoire de France fait partie de l'histoire de l'Afrique. Il faut donc qu'il y ait, dans la manière de se comprendre du français et dans la manière de se comprendre de l'africain, une place pour l'intercompréhension. Les Africains n'ont pas à connaître davantage l'histoire de France que les Français ont à connaître l'histoire de l'Afrique. Cette connaissance mutuelle et en profondeur des peuples français et africains va favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Or, d'un côté, il y a une Afrique qui a subi une assimilation forcée, une influence forcée, et de l'autre, une France qui a élevé ses enfants, qui a élevé ses adolescents, ses adultes, sans leur faire prendre conscience de l'extraordinaire complexité et en même temps que de l'extraordinaire richesse de son rapport à l'Afrique. Il faut donc une réforme de la culture franco-africaine, afro-française, une réforme pour libérer, déconstruire les catégories du mépris. Et le mépris entre la France et l'Afrique tourne autour du concept de race. La race. La pratique de la traite des Noirs qui a permis de bâtir les villes de Nantes, de Bordeaux, de Liverpool, qui a permis la grande accumulation capitalistique du 15e, 16e siècle en France. Cette pratique-là a instauré des rapports de mépris qui se sont transmis des ancêtres aux descendants, des grands-parents aux enfants. Ce sont ces rapports de mépris qui s'expriment encore aux portes des ambassades et des consulats français en Afrique. Le bois des Africains, le cacao, le café des Africains viennent plus facilement en France que les Africains qui les produisent et qui normalement doivent les posséder. Vous ne pouvez pas espérer d'une humanité qui est rejetée, mais dont les richesses sont explorées et exploitées. Vous ne pouvez pas espérer de cette humanité qu'en plus, elle vous ajoute des câlins d'amour. Oui, il faut déconstruire la politique du mépris. Et pour cela, mettre fin à la participation de la France au soutien des dictatures africaines. Ce que la France fait encore aujourd'hui. Le pouvoir de M. Paul Biya au Cameroun ne serait pas possible si la France n'avait pas, depuis 1982, soutenu à bout de bras, comme elle a soutenu pendant 25 ans avant lui, eh bien, M. Ahidjo, sans le soutien à bout de bras de la France pour la dictature camerounaise, le Cameroun ne serait pas aujourd'hui une dictature, il serait une démocratie. Les convulsions de la Côte d'Ivoire n'auraient pas été ce qu'elles sont si la France n'avait pas accompagné le processus de musellement des libertés de 1960 à 1990. Et si la France n'avait pas, en réalité, souvent hésité à prendre ses distances envers l'irrespect des normes démocratiques. Le Gabon ne serait pas une dictature si la France n'avait pas protégé, accompagné, soutenu le tyran Bongo Ondimba et organisé, au mépris de la démocratie gabonaise, l'instauration de son satrape de fils, Ali Bongo Ondimba, qui vient de nommer, sans doute avec la bénédiction de la France, son propre fils comme désormais
responsable de la coordination des affaires présidentielles. Le Gabon ne serait pas une dictature si la France n'était pas à ses côtés pour la maintenir au mépris du peuple gabonais. Ce qui s'est passé au Congo, Brazzaville, ne serait pas possible si la France n'avait pas accompagné systématiquement et à chaque période de l'histoire, eh bien, le camp politique qui lui semblait compatible avec ses intérêts. Le Togo n'aurait pas vu une succession de père à fils, n'aurait pas vu l'assassinat de Sylvanus Olympio dans les années 60 si la France n'avait pas organisé le coup d'État. On connaît les œuvres de Bob Denard aux Comores sous la bénédiction des services secrets français. On a vu les services secrets français assassiner l'élite indépendantiste de l'opposition camerounaise. William Bechtel, un agent de la SDES, a assassiné le président Félix Moumié à Genève. Tout le monde le sait. Ruben Oumniobé, le 13 septembre 1958, dans la forêt de Boumiébel, était assassiné par un détachement de l'armée française accompagné de ses supplétifs africains. Tout le monde le sait. Donc, Monsieur Macron, si vous voulez être le président qui va désamorcer sérieusement le sentiment anti-français en Afrique, vous êtes jeune, vous êtes né en 77, 5 ans après moi, vous avez encore tout à fait le temps et l'énergie d'être le président de la décolonisation structurelle. La décolonisation des années 60 était une décolonisation superficielle. Il est temps maintenant que nous entrions, Monsieur Macron, dans la décolonisation structurelle. C'est-à-dire décolonisation dans la pensée, dans la culture, décolonisation dans l'économie, décolonisation dans la politique et une décolonisation dans les rapports sociaux. Voilà ce que vous appelez sentiment anti-français, Monsieur le Président. Si vous voulez prendre au sérieux le problème du sentiment anti-français, il va falloir affronter ces problèmes profonds. Sinon, les Africains ne vous prendront jamais au sérieux et tous ceux qui sont en France, cultivés en matière d'histoire franco-africaine, ne vous prendront jamais au sérieux. Deuxième point, deuxième sujet que le président Macron aborde, les mouvements sociaux anti-français, les déclarations de certains ministres anti-français. Mais ce deuxième sujet, Monsieur le Président Macron, il s'explique par le premier. Pourquoi y a-t-il des mouvements sociaux anti-français? Mais en raison de ce passif historique. Maintenant, est-ce que tous les mouvements sociaux anti-français, est-ce que toute forme d'anticolonialisme en Afrique est légitime? Attention, non. Il y a un sentiment anti-français, et là vous avez raison, Monsieur le Président Macron, qui est entretenu en Afrique par des dictateurs qui veulent ainsi se légitimer auprès de populations auxquelles ils ont d'abord volé les votes. Donc, je voudrais ici expliquer très sérieusement, par exemple, comment M. Biya au Cameroun, je m'étonne que vous ne parliez pas de lui, instrumentalise le sentiment anti-français. M. Biya, qui est pourtant un produit de la France, qui a été choisi par le docteur Louis-Paul Ojoula pour entrer dans l'administration camerounaise, eh bien, ce monsieur-là, chers amis, si vous êtes empêchés sur Facebook parce que nous sommes l'objet d'une attaque, revenez massivement sur la page YouTube où la conférence continue de passer. Je vois que nous sommes peut-être victimes d'une attaque sur Facebook où nous étions déjà à 800 personnes en direct. Donc, je continue. Monsieur Biya, que fait-il? Monsieur Biya a suscité des médias privés. Il a suscité des médias privés au Cameroun et en Afrique centrale dans lesquels eh bien, on attise le sentiment anti-français et dans lesquels on parle essentiellement des problèmes politiques de pays lointains. On parle essentiellement de problèmes politiques de pays africains lointains. Quelle est la stratégie de M. Biya? M. Biya cherche par là à distraire et à divertir les opinions du Cameroun, les opinions d'Afrique centrale. D'ailleurs, il le fait en bonne entente avec d'autres dictateurs d'Afrique centrale qui cofinancent les mêmes chaînes. Le but est de distraire les opinions des pays sous dictature sur des problèmes internationaux et des problèmes lointains et d'instrumentaliser le sentiment historique anti-français pour obtenir une légitimité par contournement. Obtenir une légitimité par contournement. Chers amis, permettez-moi de relancer la
la vidéo Facebook pour ceux de nos amis qui nous écoutaient et qui ont été conduits. Je vais la relancer. Je vais la relancer pour donner une chance à tous ceux qui, éventuellement, n'ont pas de connexion Facebook. Eh bien, je continue à vous expliquer le fonctionnement du tyran Biya. Comment M. Biya instrumentalise le sentiment anti-français. Et la méthode consiste justement à utiliser des médias privés, en particulier, qui essentiellement vont parler des problèmes politiques d'autres pays que le Cameroun, utiliser les médias privés qui vont entretenir et nourrir le sentiment anti-français, accuser la France de tous les maux, de telle façon que, sachant qu'il n'a jamais été véritablement élu par les Camerounais, sachant qu'il n'a pas de légitimité démocratique, il obtienne une légitimité par contournement, comme étant celui qui défendrait effectivement le peuple camerounais contre les prédateurs, notamment occidentaux et en particulier français. Donc oui, monsieur le président Macron, vous avez raison de noter qu'il y a des chefs d'État mal élus ou alors jamais élus, bien souvent des dictateurs africains, qui utilisent le sentiment anti-français pour se constituer de manière contournée et cachée une légitimité qu'ils n'ont pas dans les urnes. Je recommence ce point-là pour que tout le monde comprenne. Et M. Macron a raison de poser la question du sentiment anti-français à ceux des chefs d'État précisément qui, n'ayant pas été démocratiquement élus, financent en sous-main des médias qui utilisent le sentiment anti-français pour leur apporter une légitimité contournée, une légitimité par détournement. Et je vous ai dit que le modèle absolu, c'est M. Biya. Le sentiment anti-français, il ne va pas le laisser, lui, au Cameroun, s'exprimer sur des médias officiels. Non. Il va faire que ça s'exprime sur des médias privés. Par exemple, il va laisser que ça s'exprime sur Afrique Média ou sur Vision 4 ou dans des feuilles de chou qu'il finance. Ce sentiment anti-français, ainsi exprimé, permet de détourner l'attention des Camerounais soumis à une dictature atroce de leur problème national et ça leur permet d'évacuer par une espèce de catharsis leur impuissance nationale par une grande puissance dans les questions internationales. Oui, le président Macron a raison de se demander s'il n'y a pas de chef d'État africain qui joue à un double jeu. Mais ce double jeu lui-même s'explique par la complaisance de la France envers l'absence de démocratie dans les États africains et sa complicité historique récurrente aux côtés des dictateurs africains. Les mouvements sociaux sont donc des mouvements qui ont plusieurs causes. Il y a des mouvements sociaux légitimes, ceux qui proviennent du courant de la triple blessure historique dont j'ai parlé. Des mouvements sociaux qui sont en réalité une réaction d'humanité face à l'histoire de la traite des Noirs. Des mouvements sociaux qui sont une réaction d'humanité face à l'histoire coloniale. Des mouvements sociaux qui sont une réaction d'humanité face à l'histoire de la pratique néocoloniale de la France. J'ai parlé des 60 coups d'État organisés par la France après les soi-disant indépendances africaines. Eh bien, lorsqu'il y a des mouvements sociaux, M. Macron, qui s'inspirent de ces trois séquences historiques, intellectuellement, objectivement, humainement, vous ne pouvez pas les condamner. Ce sont des mouvements qui ont une légitimité historique profonde. Et tant que vous, Monsieur le Président de la République française, n'avez pris des dispositions pour la déconstruction structurelle, la décolonisation structurelle, non pas la décolonisation superficielle, vous ne pouvez pas vous plaindre que de tels mouvements existent. Mais oui, vous avez raison, Monsieur Macron. Parmi les mouvements anti-français qui existent en Afrique, il y a des mouvements instrumentalisés par les dictateurs pour s'acheter une légitimité par contournement. Oui, ces dictateurs doivent vous rendre des comptes, car c'est vous qui les avez installés au pouvoir. Il faut qu'ils vous expliquent pourquoi, dans leurs opinions, des organes de presse, des chaînes de télévision qu'ils financent par personnes interposées, utilisent la haine anti-occidentale comme un carburant de légitimation des régimes satrapiques et reptiliens dont ils sont les chefs. Il faut que tout le monde comprenne cela. Maintenant, troisième thèse. Le président Macron nous dit qu'il a besoin de clarté. Le président Macron, président de la République française, nous dit qu'il a besoin de clarté. Il faut que les chefs d'État africains qu'il a convoqués viennent lui dire très clairement ce qu'ils veulent.
Mais ma réponse au président Macron, c'est: Monsieur le Président, vous ne pouvez pas avoir besoin de clarté si vous-même vous n'êtes pas clair. Je recommence. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas exiger la clarté des dirigeants africains, des peuples africains, des sociétés civiles africaines, si vous-même vous n'êtes pas clair. Voici les questions claires que l'intellectuel franco-africain que je suis, puisque je suis africain et je suis également citoyen français. Voici les questions que nous vous posons sérieusement. Monsieur Macron, voulez-vous clairement mettre fin à la domination économique unilatérale, à l'exploitation économique éhontée de l'Afrique par la France? Autrement dit, voulez-vous vous engager à retirer la France de la gestion de la monnaie africaine? Répondez clairement à cette question et prenez la décision qui s'impose logiquement. Si vous voulez être le président de la vraie décolonisation, annoncez que la France, de manière unilatérale, décide de ne plus se mêler de la gestion de la monnaie africaine. Dites-le. Les Africains et les Français, épris de liberté, vous applaudiront des deux mains et même des deux pieds. Deuxième question. Monsieur le Président Emmanuel Macron, si vous voulez qu'on soit clair envers vous, soyez vous-même clair envers les Africains et les Français. Monsieur le Président, voulez-vous mettre fin au soutien de la France aux dictateurs africains? Et je vous donne un bon critère pour définir un dictateur africain maintenant. Tout individu qui est au pouvoir depuis plus de 2 mandats en Afrique, c'est un dictateur. Je recommence. Tout individu qui est au pouvoir depuis plus de 2 mandats en Afrique, et notamment en Afrique francophone, c'est un dictateur. Parce que pour se maintenir au pouvoir dans ces conditions, il a dû d'une manière ou d'une autre faire usage de procédures illégales, de procédures illégitimes. Il a dû faire usage de la ruse, faire usage de la force. Il a dû faire usage à un moment donné du mensonge. Donc voilà la deuxième question qu'un intellectuel franco-africain vous pose. Monsieur Macron, voulez-vous nous accompagner dans la véritable décolonisation structurelle? Et pour cela, retirer le soutien politique de la France à des régimes antipopulaires, des régimes criminels, c'est-à-dire en réalité la plupart des dictatures africaines installées par la France, parce que la France voulait s'assurer un approvisionnement quasi gratuit en matières premières stratégiques. Oui, nous en sommes dans des situations où la ville d'Arlit au Niger, où la France s'approvisionne pourtant en uranium, voit les eaux que les populations boivent polluées d'uranium. Les Nigériens en sont à boire de l'eau radioactive, pendant qu'on extrait de leur sous-sol, eh bien, la richesse, l'énergie électrique avec laquelle nous sommes éclairés en France. Voulez-vous être le président qui aurait le courage d'y mettre fin? Si vous êtes ce président, les Africains comprendront votre message comme un message clair. Et les Africains pourront vous répondre clairement. Troisième point. Vous dites que vous avez besoin de clarté de ces chefs d'État africains. Mais les Africains ont aussi besoin de savoir. Très sérieusement, si vous considérez que la francophonie est l'apanage de la France, si vous considérez que la francophonie doit être dirigée par la France, c'est-à-dire si vous considérez que l'ensemble de la civilisation franco-africaine que nous constituons ensemble, le monde de la francophonie doit avoir pour chef éternel la France, est-ce que vous estimez que vous venez vers les francophones africains avec des intentions claires? Monsieur Macron, acceptez-vous d'être le président de la déconstruction de l'hégémonie culturelle française sur la francophonie? Acceptez-vous de considérer tous les peuples francophones comme des égaux et de constituer avec les peuples francophones des institutions politiques de coopération gagnantes? Telle est la question. Et si vous n'êtes pas capable d'y répondre clairement, Monsieur Macron, les Africains ne peuvent pas vous répondre clairement, nous non plus. Quatrième point, Monsieur Macron. J'ai parlé de l'économie, je parle de la politique, j'ai parlé de la culture et je devrais parler de la société. Monsieur Macron, trouvez-vous normal qu'il soit plus facile à un Français de venir en Afrique qu'à un Africain de venir en France? Qu'est-ce qui s'est passé entre la France et l'Afrique pour que les Africains, qui, lors des 2 guerres mondiales, de 14-18 et de 39-45,
ont offert par milliers, par centaines de milliers, leur vie pour la libération de la France, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Africains aient désormais plus de mal à entrer en France que les Chinois? Monsieur Macron, je vous le repose. Je vous repose cette question. La Chine, qui entre aujourd'hui plus facilement en France, dont les étudiants entrent plus massivement en France, plus facilement en France, a-t-elle plus contribué à l'émancipation française, au progrès français, à l'émergence française que les territoires des anciennes colonies françaises d'Afrique? La réponse évidente est non, puisque vous voulez un discours de clarté. Pourtant, vous permettez aux étudiants chinois, aux chercheurs chinois, de bénéficier davantage de la technologie, de la science, de l'éducation, de l'enseignement supérieur français, que vous ne le permettez aujourd'hui aux jeunes générations africaines. Monsieur Macron, j'ai besoin de vous poser la question. Avez-vous une relation sociale, vous, avec les Africains? Vous avez créé à l'Élysée un conseil pour l'Afrique. C'est bien. Mais pensez-vous que ce conseil pour l'Afrique puisse se substituer aux peuples africains, aux jeunes Africains, notamment aux jeunes leaders africains avec lesquels vous ne prenez jamais langue? Vous êtes un jeune président, mais qui ne commerce pas avec le jeune leadership africain. Monsieur Macron, docteur de l'université française, professeur agrégé de l'université française, je ne devrais pas vous demander 3 fois une audience sans que vous ne me l'accordiez. Non seulement vous êtes président d'une république dont je suis citoyen, mais en plus, nous avons en partage la culture philosophique, la pratique de la philosophie. Et avons lu des livres communs, notamment dans le courant phénoménologique. Vous avez été à un moment donné l'assistant du professeur Paul Ricoeur, dont les travaux font partie de mon itinéraire doctoral. Trouvez-vous normal que vous, Monsieur le Président Macron, vous soyez enclin à recevoir plus rapidement quelqu'un qui a grimpé des murs à Paris qu'un intellectuel franco-africain de votre génération? Trouvez-vous normal que vous soyez toujours à sous-traiter vos relations avec le jeune leadership africain à vos conseillers? Est-ce que vous trouvez cela normal que quand vous recevez des Africains, ce soit souvent pour 3 ou 4 minutes, ou 5 minutes, ou 10 minutes, et que très rapidement vous les refiliez à vos conseillers, alors que vous êtes un homme de 42 ans, Monsieur le Président? Avez-vous pris conscience du fait que l'Afrique appartient à toute une génération qui est en deçà de 50 ans et à laquelle vous et vos successeurs à l'Élysée auront affaire? Quelle société existe-t-il entre nous, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Quelle société existe-t-il entre les Français et les Africains, entre la classe politique française et la classe politique africaine? Y a-t-il société? Pour qu'il y ait société entre nos peuples? Vous avez malheureusement hérité de structures marquées par la condescendance, le mépris, l'esprit de supériorité, et vous n'êtes même pas capable de vous rendre compte de l'incongruité de votre convocation de chefs d'État africains qui appartiennent tous à la génération de nos pères, vous et moi. Je ne sais pas si vous vous comporteriez comme cela avec le président Valéry Giscard d'Estaing. Vous n'oseriez même pas convoquer comme cela vos prédécesseurs à la tête de l'État français, les plus récents. Vous n'oseriez pas convoquer de cette façon le président François Hollande. Vous n'oseriez pas convoquer de cette façon le président Nicolas Sarkozy, publiquement. Vous n'oseriez pas, parce que ce sont des présidents français. Et on est obligé de vous dire, parce que ce sont des présidents blancs. Vous n'oseriez pas avoir la condescendance d'indiquer et le lieu et la liste des convoqués auxquels vous auriez une dictée à administrer. D'où vous vient cette faconde, Monsieur le Président? Vous êtes élu pour 5 ans, vous êtes rééligible une fois, et après, basta. Vous serez un ancien président. La France restera. L'Afrique restera. Vous avez été au Burkina Faso. Vous avez été au Burkina Faso et nous vous avons vu caresser le menton et la tête du président burkinabé publiquement.
comme si vous aviez affaire à un gamin à qui vous veniez de distribuer des cadeaux de Noël. Vous rendez-vous compte de l'impact de votre comportement non verbal? Vous rendez-vous compte? En pleine conférence dans un amphithéâtre de l'université de Ouagadougou, Monsieur Macron, vous avez appelé de manière banale et familière un chef de l'État qui se retirait, nous dit-on, pour aller aux toilettes, brièvement, en le présentant comme quelqu'un qui serait allé réparer la climatisation. D'où vous viennent ces attitudes? C'est vrai qu'ici en France, vous êtes déjà connu pour le mépris du chômeur, à qui vous avez demandé de ne traverser que la rue pour aller trouver du travail. Mais voulez-vous être le président du mépris de l'Africain? Serez-vous bientôt enclin à nous prononcer un discours à la Sarkozy à Dakar en 2007? Il faudrait que vous preniez la mesure du leadership africain qui émerge. Notre génération n'est pas une génération de colonisés. Nous ne sommes colonisés ni mentalement, ni socialement, ni culturellement, ni économiquement. Dans notre tête, ça se passe clairement. Nous savons ce que nous voulons pour l'Afrique. Nous savons ce que nous voulons dans les relations franco-africaines. Et nous savons dans quelle direction il faut que le monde aille pour que les peuples vivent de manière conviviale ensemble. Oui, je tenais à insister sur le besoin de clarté, la troisième thèse du président Macron. Si vous voulez être clairement compris par les Africains, Monsieur le Président Macron, soyez vous-même clair. Jouez donc franc jeu. Quatrième thèse du président Emmanuel Macron. Vous êtes 700 personnes sur Facebook, vous êtes 700 personnes sur YouTube. Vous êtes 1400 personnes et je vous remercie de partager et de protéger cette vidéoconférence. Le président Macron dit que la France n'est au Sahel et globalement en Afrique que pour la sécurité et non pour des intérêts néocoloniaux et économiques. Mais, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je suis dans l'obligation de vous dire que ce que vous dites est faux. Et mieux, que vous mentez. Il s'agit d'un odieux mensonge. Oui, vous avez raison de dire que les troupes françaises sont en Afrique dans le cadre de la demande sécuritaire des États africains. C'est vrai. Et vous avez bien raison de dire que les troupes françaises sont aussi en Afrique pour protéger par anticipation leurs frontières des envahisseurs nocifs et terroristes qui, le 13 novembre 2015, ici en France, nous ont cruellement endeuillés et avec lesquels on ne peut avoir aucune espèce de complaisance. Je suis d'accord avec vous là-dessus, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, comment osez-vous dire que la France n'a pas d'intérêt économique en Afrique? Où prenez-vous votre uranium? Où prenez-vous votre pétrole? Où prenez-vous votre manganèse? Où prenez-vous votre bois? Et depuis combien de décennies vous exploitez les sols et sous-sols, les océans, les mers d'Afrique, pour oser à la face du monde dire que la France n'a pas d'intérêt économique à défendre et que les militaires français sont là uniquement dans une finalité sécuritaire? Monsieur Macron, connaissez-vous une entreprise africaine qui puisse avoir le monopole de pratiquement 15 ports et aéroports français? Connaissez-vous une seule entreprise africaine qui puisse avoir autant d'intérêt en France ou même en Europe? Voulez-vous que nous étudions l'histoire des multinationales pétrolières françaises en Afrique, depuis l'ancienne Elf Serepka, jusqu'à Total Fina Elf? Voulez-vous, Monsieur Macron, qu'on s'intéresse à l'histoire de la gestion des produits agricoles, de la banane africaine, du café et du cacao africain? Mais comment pouvez-vous, devant une France cultivée et une Afrique cultivée, devant un monde cultivé, prétendre que les armées françaises d'Afrique ne représentent pas les intérêts économiques de la France? Je dis que c'est faux et que c'est un mensonge. Moi, en tant que citoyen français, j'ai honte que mon président de la République mente sur les intérêts réels de la France en Afrique. Oui, la France est en Afrique dans le cadre de ses intérêts sécuritaires, c'est sûr.
et pour assister les gouvernements africains amis dans les problèmes sécuritaires auxquels ils sont confrontés, c'est sûr. Mais nous devons ajouter que la France est avant tout, et même surtout en Afrique d'abord, pour ses intérêts économiques. Est-ce que c'est clair? Nous allons, de ce point de vue, dédroguer tous ceux qui s'étaient mis à croire en ce storytelling d'une présence française qui serait mue uniquement par le souci de la sécurité des Africains. Non. Ce n'est pas par amour de l'Afrique que l'armée française y maintient ses bases. C'est par intérêt pour l'Afrique. Attention, aimer quelqu'un, ce n'est pas forcément rechercher des intérêts sur quelqu'un. Je dis bien que la France s'intéresse à l'Afrique, mais je n'ai pas la preuve que la France aime l'Afrique. Quand on parlera de relations d'amour entre les civilisations françaises et africaines, entre la politique française et la politique africaine, c'est lorsque nous aurons opéré la quadruple décolonisation structurelle dont j'ai parlé. Décolonisation sociale, décolonisation économique, décolonisation politique et décolonisation culturelle. Lorsque cela aura été décolonisé et que des rapports gagnants-gagnants seront instaurés, on pourra parler d'amitié, on pourra parler d'amour et d'affection entre les peuples français et africains, entre les républiques françaises et les républiques africaines. That time is not yet come. Ce temps-là n'est pas encore arrivé. Monsieur Macron, nous devons travailler à faire advenir ce temps, si tant est que vous soyez animé d'intentions morales, d'intentions spirituelles, d'intentions conviviales, d'intentions fraternelles. La France n'est donc pas là en Afrique que pour sa sécurité. Elle y a pour ses intérêts. J'ajoute un petit détail. La déstabilisation la plus récente de l'Afrique, elle a été favorisée par la destruction sauvage de l'État libyen. Quelle est la puissance occidentale qui a mené la coalition qui a détruit l'État libyen? Au nom du principe de la continuité de l'État. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous devez reconnaître que c'est la République française qui a organisé la déstabilisation du Sahel. Car en détruisant le verrou libyen et donc en détruisant les structures de l'État kadhafien, les armes qui étaient dans les soutes de cet État, les groupes qui ont pu se reconstituer et s'armer dans cet État se sont ébranlés vers le sud. Et aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad souffrent des conséquences d'une décision géopolitique dont nous savons aujourd'hui qu'elle était commandée par une seule chose. La volonté de M. Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, de couvrir le scandale financier qui le liait au président libyen Mouammar el-Kadhafi, lequel a financé par centaines de millions de dollars, selon de nombreuses enquêtes, eh bien, l'élection de 2012 de M. Sarkozy. L'élection de 2007 de M. Sarkozy. 2007. Donc, comment pouvez-vous être le président de la République française et ne pas assumer, au nom du principe de continuité de l'État, vos responsabilités dans le chaos semé dans le Sahel? En quoi les intellectuels, les hommes politiques, les chefs d'État africains qui ont souligné le rôle néfaste de la France dans la déstabilisation de la zone ont-ils menti? N'est-ce pas un fait auquel nous avons tous assisté? N'est-ce pas aujourd'hui en Libye que la traite des Noirs a repris de plus belle? N'est-ce pas cette Libye où on a éliminé Kadhafi et cassé l'État libyen, simplement pour sauver les arrières d'une grande escroquerie financière? N'est-ce pas cette Libye qui est devenue le lieu du renouveau de l'esclavage des Noirs, avec des fermes de revente d'êtres humains, de revente de migrants? N'est-ce pas cette Libye? Donc, soyons très sérieux. Vous ne pouvez pas prétendre que la France est en Afrique uniquement pour la sécurité des Africains et uniquement pour la sécurité de la France. Ce n'est pas vrai. Et par conséquent, la solution, ce serait que la France soit en Afrique, bien sûr, éventuellement pour la sécurité de la France et pour la sécurité de l'Afrique, mais qu'elle soit en Afrique dans le cadre de relations de coopération gagnant-gagnant en Afrique. La présence militaire française en Afrique ne peut s'expliquer que dans le cadre de l'accélération de l'autonomisation
des structures militaires africaines. Autrement dit, pour moi, et j'insiste là-dessus, les militaires français ne peuvent être présents en Afrique que pour assez rapidement participer éventuellement à aider les armées africaines à prendre la responsabilité de la sécurité de l'Afrique. Donc, il devrait y avoir un calendrier, en réalité, de retrait de l'armée et des armées françaises d'Afrique. Ce calendrier doit prévoir l'ensemble des opérations qui doivent être menées afin que les armées africaines prennent la responsabilité de la sécurité de leur territoire et que l'armée française, jusqu'à son dernier soldat de terrain, se retire, laissant éventuellement, dans le cadre des accords de coopération et de défense qu'il faut renouveler, mais des conseillers, si on en a besoin. Donc, on en vient à la 6e thèse du président Macron, à savoir la question des parlements et des opinions africaines. Monsieur le Président, vous demandez à des chefs d'État africains de dire au Parlement et aux opinions de leur pays d'arrêter de critiquer la France. Mais écoutez, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Au fond, vous êtes en train de demander aux présidents africains d'instaurer et de radicaliser, de renforcer la dictature dans leur pays. Car s'il y a des parlements africains où on peut critiquer la coopération entre le gouvernement et le gouvernement d'un pays africain et le gouvernement français, n'est-ce pas un signe que la démocratie, l'état de droit et le pluralisme de l'opinion vit dans ces pays-là? Monsieur le Président Emmanuel Macron, pouvez-vous accepter qu'un chef d'État étranger interdise l'opposition, la France insoumise, les Républicains ou le Parti socialiste de critiquer la République en marche au Parlement français? Est-ce que vous pouvez accepter qu'un chef d'État étranger fasse injonction à vos opposants en France de ne pas s'exprimer parce que vous, qui gouvernez la France, auriez pris comme alliés, je ne sais pas, les États-Unis d'Amérique, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Est-ce que vous pouvez accepter simplement l'idée d'une telle injonction? Voilà ce qu'il y a de grave dans votre injonction, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous dites à des chefs d'État du Sahel de brider leurs opinions nationales, de brider leur parlement et de brider leur société civile. Et l'une des conséquences, nous l'avons observé récemment, le satrape Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire s'est jeté sur Mme Nathalie Yam pour l'expulser au motif qu'elle servirait des intérêts anti-nationaux, anti-ivoiriens, notamment en raison de sa critique acerbe du néocolonialisme français en Afrique et en Côte d'Ivoire. Voilà les conséquences de votre politique. Vous avez donné un bâton aux dictateurs africains pour battre davantage les peuples africains, les sociétés civiles africaines, les intellectuels africains, les députés, les élus africains qui émettraient des sons de cloche discordants avec votre diktat, avec votre orthodoxie suspecte, mensongère et hypocrite. De quoi parlez-vous? De quel droit faudrait-il que les présidents du Niger, du Burkina, du Mali, du Tchad, aillent, après la réunion du 16 décembre tenue avec vous, menacer leur peuple? Vous imaginez le président Roch Kaboré rentrant à Ouagadougou. Bon, voilà, je suis allé voir le président Macron, je vous préviens. Ici, là, il ne faut plus jamais critiquer la politique française. Hein? Arrêtez-moi ce sentiment anti-français là, parce que le président français n'est pas content du tout. Et moi, je ne veux pas avoir de problème. Vous imaginez un président Kaboré rentrant dire ça à Ouagadougou, mais il sera chassé par la foule. Il sera même chassé le même jour. Vous imaginez le président Issoufou qui est en train d'achever en beauté son mandat à la tête de l'État du Niger. Vous l'imaginez en train de rentrer au Niger, menacer les Nigériens. Attention, hein. J'ai été voir le président Macron, il n'est pas content, wallahi. Wallahi billahi talahi. Il n'est pas content. Donc vraiment, vous là, les journalistes, n'écrivez plus contre la France. Les députés, applaudissez chaque fois qu'on parle de la France. Saluez le président Macron comme étant le sauveur de l'Afrique. Vous imaginez Mahamadou Issoufou finissant sa carrière par un tel discours, mais vous l'invitez à un suicide politico-historique. Le président Idriss Déby, c'est un cas qui m'intéresse beaucoup, Idriss Déby.
Ce monsieur a eu le franc-parler de nous dire dans plusieurs conférences récemment que lui, il est resté président à la tête du Tchad parce que la France l'a obligé et l'a même forcé à rester. Que lui voulait partir, mais ce sont les Français qui l'ont imposé, qui lui ont dit tu ne bouges pas, tu restes là. Monsieur le Président Emmanuel Macron, que faites-vous de cette révélation? Est-ce que cette révélation vous a scandalisé? Est-ce que vous avez perçu la douleur des peuples africains d'entendre un chef d'État africain, le président tchadien actuel, Idriss Déby, dire publiquement que lui, il reste président de Tchad parce que les Français, entendez, les hommes politiques français, l'ont forcé à rester à la tête du Tchad? Et donc, ce président que vous avez imposé aux Tchadiens, Idriss Déby, il fait partie de ceux qui disent que la France est responsable de la déstabilisation du Sahel à travers la casse de la Libye. C'est Idriss Déby qui le dit. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Écoutez, Idriss Déby, c'est un dictateur. Je n'ai aucune espèce d'admiration pour lui. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est un dictateur que tout ce qu'il dit est faux. Un, il nous dit une vérité. Je suis là parce que les Français m'ont forcé de rester. Moi-même, je voulais partir. Je suis fatigué. Depuis mon enfance jusqu'à mon âge adulte, je n'ai fait que des guerres. J'ai perdu des membres de ma famille. J'ai vu mourir des gens et des gens autour de moi, moi, Déby. J'étais fatigué. J'avais même donné ma parole aux Tchadiens que je vais quitter le pouvoir, me reposer un peu, faire autre chose. Car je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps d'apprécier le lever du soleil, le coucher du soir, la beauté des fleuves. Je n'ai pas eu ce temps, dit Idriss Déby. J'aurais voulu me retirer quand les Français m'ont dit « tu restes là ». Monsieur Macron, comment n'allez-vous pas nourrir le sentiment anti-français à travers l'Afrique dès lors que la classe politique française à laquelle vous appartenez et dont vous incarnez toutes les qualités et tous les défauts, comment ne voulez-vous pas que ceci excite et anime et attise et nourrisse le sentiment anti-français? Bon, je vais prendre un autre président. Je ne sais pas ce que vous lui voulez. Si vous voulez qu'on le chasse à Bamako, poussez-le à faire une déclaration quinconce. Le président Ibrahim Boubacar Keïta. Je connais bien le peuple malien. Je suis professeur de philosophie de l'Université catholique malienne depuis maintenant pratiquement 6 ans. Donc, je connais bien le peuple malien avec lequel chaque année je vis. Et c'est un peuple qui a une société civile extraordinairement mobile et volatile. Vous imaginez le président Ibrahim Boubacar Keïta venant à la réunion avec vous, monsieur Macron, le 16 décembre, et repartant à Bamako, menacer les Maliens. Attention, je ne veux plus entendre la critique contre Macron ici. Le sentiment anti-français doit disparaître. Que personne n'ose critiquer la politique française en Afrique, sinon il aura affaire à moi, Ibrahim Boubacar Keïta. Mais vous voulez précipiter sa chute. Car les Maliens sont un peuple extrêmement indocile. Regardez bien leur histoire. C'est un peuple extrêmement indocile et dont les positions peuvent être volatiles. C'est un peuple qui est entré au palais présidentiel avec un marteau pour assommer un président de la République en exercice. Le professeur Dioncounda Traoré a reçu un coup de marteau dans l'enceinte du palais présidentiel à l'issue d'une manifestation populaire. Monsieur Macron, le Mali du 21e siècle n'est pas le Mali des années 60. Ce n'est pas le Mali de Modibo Keïta. Ce n'est même pas le Mali de Moussa Traoré. Vous avez vu ce Mali-là où il y a eu le capitaine Haya Sanogo? Vous avez vu ce Mali? Mais c'est un Mali non malléable. Vous avez plutôt intérêt à aider les chefs d'État africains à laisser se développer une société civile avec des débats, des journaux, des chaînes de télévision où la diversité des idées qui nourrit toutes les sociétés modernes s'exprime. Si vous êtes capable de débattre, monsieur le président Macron, pourquoi ne pas promouvoir, parmi les intellectuels du Mali, les intellectuels du Tchad, les intellectuels, je ne sais pas, de tous ces pays-là, mais des personnes qui viendraient argumenter en faveur des intérêts français. Est-ce que c'est interdit? Y a-t-il une chaîne de télévision où il soit interdit d'expliquer que, le point de vue français n'est pas complètement faux? Pourquoi la France ne veut-elle pas participer à la bataille des idées en Afrique?
Les Africains participent à la bataille des idées partout dans le monde, donc en France. Pourquoi ne pas participer au débat, Monsieur le Président Macron? Pourquoi ne pas faire face aux arguments que je suis en train de déployer dans cette vidéoconférence? Au lieu de faire injonction aux chefs d'État d'y aller. Je reste toujours dans le cas du Mali, ces gens à qui vous demandez d'aller chercher des palabres à leur peuple. Alors que quand on va les chasser, vous ne serez pas là pour les aider. Vous, à la limite, vous allez leur donner un hélicoptère pour les sortir et vous allez commencer rapidement les négociations avec leurs remplaçants. De ce point de vue, on vous connaît. Le réalisme français, le sang-froid français, quand il y a des mutations rapides dans les sociétés africaines, est connu. Bon, au Mali, pour ma part, j'ai un souci. Il y a un témoignage d'un ancien ambassadeur de la France au Mali. Et cet ancien ambassadeur de la France au Mali nous a appris très clairement que c'est la France qui a favorisé la quasi-sécession de la région de Kidal, tenue par le MNLA, un mouvement de l'Azawad qui est en intelligence profonde, avec de nombreux courants djihadistes. Alors là, il y a une question, Monsieur le Président. Comment est-il possible qu'un ambassadeur, un diplomate français de ce rang, qui a servi au Mali, délivre un témoignage dans lequel il dit que c'est la France qui a favorisé la quasi-partition qu'on est en train d'observer actuellement au Mali, que c'est la France qui a favorisé la création d'un statut spécial dans la zone de Kidal, probablement en raison de richesses du sous-sol malien qui sont en ligne de mire et qu'on veut négocier dans des conditions plus avantageuses avec une enclave sécessionniste qu'avec, en réalité, le pouvoir central. Bon, alors, quand un ambassadeur français, un ancien ambassadeur français au Mali nous le dit, comment croyez-vous que nous puissions prendre au sérieux votre injonction faite aux Maliens de ne pas se plaindre? Les Maliens n'ont-ils pas le droit de se plaindre quand il y a même des diplomates français qui apportent de l'eau à leur moulin pour leur dire que la stratégie française au Mali n'est pas une stratégie sincère? C'est une stratégie qui a un maillon visible et un maillon caché. Maillon visible, soutenir l'État malien, l'aider effectivement dans la défense de son territoire. Maillon caché, l'affaiblir pour l'obliger à céder tout ou partie des richesses de son territoire à travers des roitelets qui déclarent effectivement l'indépendance d'une partie du Mali pour pouvoir vendre gratuitement pratiquement les richesses de cette partie du pays. Pensez-vous que les Africains soient encore des totaux en 2019 pour ne pas comprendre cela? Et c'est un argument que j'ai souvent avancé à mes frères du Cameroun anglophone engagés dans le mouvement sécessionniste. Croyez-vous que nous ignorons que vous souhaiteriez avoir l'unique responsabilité de vendre le pétrole de cette partie du Cameroun? Nous le savons. Les sécessionnismes sont toujours nourris de projets géopolitiques, de récupération de ressources naturelles et de renégociation de ces ressources naturelles pour les élites du nouveau micro-État constitué. Je recommence. Le sécessionnisme est toujours nourri d'ambition de contrôle des ressources naturelles d'une portion de territoire, et bien ces ressources étant supposées être désormais négociées par la nouvelle élite du micro-État créé. C'est une vérité géopolitique vérifiable partout. Et donc, pouvez-vous nous dire que les Maliens, sincèrement, n'ont pas de raison de se plaindre de l'insincérité, de l'hypocrisie de votre démarche? Quand d'autres renseignements viennent jusqu'à dire que des groupes armés non officiels au Mali accèdent à l'information sur la position des troupes officielles maliennes grâce à des intermédiaires issus des troupes françaises, quand ce type d'information circule, comment voulez-vous que les populations ne soient pas choquées? Quand des informations accusant la France de double intelligence avec les États et avec leurs oppositions armées, quand ces accusations circulent, comment ne voulez-vous pas que cela nourrisse le sentiment anti-français? Donc voilà. J'en viens maintenant à la dernière thèse. Le président Macron vous a dit « Je ne menace pas les présidents africains », mais il s'est empressé aussitôt de dire « Par contre, leur clarté, les clarifications que je leur demande sont une condition nécessaire pour le maintien des troupes françaises en Afrique. » Monsieur le Président, en langage diplomatique, ça s'appelle tout à fait une menace.
Donc, je vais réécrire ce que vous avez dit. Monsieur le Président Macron, ce que vous avez dit aux 5 chefs d'État du Sahel, eh bien, à mon sens, c'est ceci. Si vous ne faites pas ce que je vous exige, c'est-à-dire si vous ne couvrez pas la France face à vos opinions, face à vos parlements, face à vos populations, en prenant parti total pour la France et en fermant les yeux sur les ambiguïtés des positions françaises, si vous ne le faites pas, la France va vous lâcher. Bon, écoutez, j'insiste sur le mot lâcher. Hein. J'espère que les gens ont bien compris. Quand la France menace des chefs d'État de lâcher leur pays, historiquement, nous savons que ce n'est pas le pays qui sera lâché par la France, hein, mais ce sont les chefs d'État en question qui seront lâchés par la France. Je recommence. Quand la France dit à des chefs d'État, si vous ne vous alignez pas sur la position que nous vous donnons, nous allons vous lâcher, il y en a qui peuvent penser que ça veut dire que Emmanuel Macron serait prêt à retirer toutes les troupes françaises d'Afrique et laisser les Africains se débrouiller tout seuls. C'est faux. Il faudrait même se méfier d'une décision de cette nature. Car en réalité, géostratégiquement et géopolitiquement, ce que les pouvoirs français ont souvent fait, même quand ils se retirent, c'est qu'ils suscitent d'autres forces qui vont fragiliser ce qui reste, de telle façon qu'on a de nouveaux besoins d'eux et qu'on les appelle comme des sapeurs-pompiers. C'est vrai ou c'est faux? On l'a vérifié partout. Quand ils se retirent, c'est pour soutenir des forces qui vont fragiliser ceux qui ont provoqué leur retrait, de telle façon que ces forces prennent le pouvoir et appellent la présence française. Non, monsieur le président Macron, tous ceux qui ont écouté votre déclaration savent qu'il s'agit d'une menace. En langage diplomatique, vous avez menacé les chefs d'État du Sahel de destitution indirecte. S'ils ne prennent pas des dispositions pour que leurs ministres deviennent des francophiles, zélés et absolus. S'ils ne prennent pas des dispositions pour que dans les assemblées nationales, on ne critique pas la France. S'ils ne prennent pas des dispositions pour qu'à la télévision, on ne critique pas la France, vous leur avez dit qu'ils vont tomber. Or, examinons cette menace. Vous dites à des chefs d'État qu'ils vont tomber. Mais effectivement, cela n'est une menace que pour ceux d'entre eux qui sont des dictateurs et qui ne voulaient pas partir. Mais à quoi vous sert-il de menacer Issoufou, qu'il lui s'en va? Dans tous les cas, il s'en va. Donc votre menace était un coup d'épée dans l'eau. Ceux qui ont peur de votre menace sont ceux qui croient qu'ils sont nés pour être présidents de leur pays jusqu'à leur mort. Ceux qui ont peur de votre menace, ce sont des gens comme Idriss Déby qui sont là grâce à vous. Ibrahim Boubacar Keïta lui-même n'est pas obligé de rester président du Mali. Il n'est pas obligé de rester président du Mali. Alpha Condé n'est pas obligé de rester président de la Guinée. Biya n'est pas obligé de rester président du Cameroun. Tous ces gens-là ne sont prisonniers que de leur propre cupidité. Les chefs d'État africains qui vous craignent ne vous craignent que parce qu'ils ne veulent pas vivre sans le pouvoir. S'ils étaient capables de vivre sans le pouvoir, votre menace serait un coup d'épée général dans l'eau. Et donc, on va voir, accourir vers vous, apeurés, surtout ceux qui n'ont pas prévu qu'il y a une vie après le pouvoir. Les chefs d'État africains qui n'entrevoient pas le pouvoir comme un intermède, comme un moment passager d'une vie d'homme, où il est appelé à servir à la tête de son pays, avant de passer à une autre phase de sa vie. Tous ceux qui ne voient pas le pouvoir d'État comme un exercice éphémère, momentané, provisoire, ce sont ceux-là qui vont répondre à votre convocation en tremblant dans leur froc et en pissant même dans leur froc, monsieur le président. Tout président africain réellement élu et qui sait qu'à la fin de son mandat en cours, il peut se retirer du pouvoir et laisser d'autres Africains de leur pays exercer le pouvoir, il n'aura pas peur de vous. Il pourra simplement vous dire, monsieur le président, je prends acte de votre menace, mais je ne m'y soumets point. Et donc, je voudrais maintenant conclure cette vidéoconférence. J'ai voulu apporter mon analyse
à la sortie du président de la République française, M. Emmanuel Macron, dans son adresse publique médiatique au chef d'État du Sahel. J'ai analysé les 7 arguments du président Macron. Je voudrais insister sur le fait que le président Macron se croyait autorisé de dire ce qu'il a dit parce que la France vient de perdre 13 soldats au Mali et que c'était un sacrifice énorme pour la France. J'espère avoir démontré que la vie des soldats français au Mali est précieuse. Mais en réalité, elle est précieuse comme toute vie humaine sur la Terre. Or, voici 5 à 6 siècles que la France politique a fait peu de cas des vies des Africains. Quand elle co-organisait la traite des Noirs, les Africains étaient des objets. Et les premières restitutions des objets d'art africains arrachés et pillés déjà dans cette époque-là commencent seulement maintenant. Quand la France participait au partage violent de l'Afrique à Berlin en 1884-1885, elle a fait peu de cas de la vie des Africains. Quand la France exerce sa puissance coloniale à travers l'Afrique, elle fait peu de cas de la vie des Africains. Quand la France aide les dictateurs africains à massacrer leurs propres congénères, à massacrer leurs propres concitoyens depuis les années 60, quand la France organise 60 coups d'État à travers l'Afrique depuis les années 60, la France politique méprise les vies des Africains. Quand la France ferme ses consulats, ferme ses ambassades, laisse les Africains se tanner au soleil pour obtenir un visa, quand elle les maintient au cœur de la France, massivement dans le statut de sans-papiers, alors qu'ils sont issus de la francophonie et que leurs ancêtres se battirent pour la liberté de la France. Quand la France fait peu de cas des Africains qui meurent sur les routes des migrations sauvages, parce qu'elle n'accepte pas de desserrer l'étau économique sur les pays africains, ex-colonies ou ex-territoires sous tutelle, la France méprise les vies des Africains. Car tout l'argent qui est pompé à l'Afrique, comme l'a dit un jour de lucidité et de clarté le regretté président Jacques Chirac, tout cet argent aurait pu servir à construire des hôpitaux modernes, des écoles, des collèges, des lycées, des universités modernes, des routes modernes, des entreprises, des multinationales puissantes au cœur des pays africains que les migrants abandonnent faute de pain du jour. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, la France participe, hélas, encore aujourd'hui, 11 décembre 2019, au mépris de la vie de millions d'Africains. Et donc, si nous devons avoir, nous qui sommes des deux rives, par l'histoire de notre vie, de la compassion envers nos soldats de France qui vont mourir au cœur de l'Afrique, il faudrait que nous ayons exactement, au minimum, la même compassion avec tout Africain qui meurt du fait de la politique africaine de la France. Tous les hommes se valent, car les hommes, nous dit la Déclaration universelle de 1948, naissent libres et égaux. Oui, hommage à ces soldats français qui meurent en Afrique, hommage à ces Africains tués par l'armée française en Afrique. Si vous voulez une vraie décolonisation, une décolonisation politique, une décolonisation structurellement économique, une décolonisation structurellement sociale et culturelle, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez seulement 42 ans, si je ne m'abuse. En 2019, nous pouvons commencer ce travail. Vous pouvez commencer ce travail avec la génération des jeunes leaders de l'Afrique, à laquelle vous devez tendre la main au lieu de vous maintenir dans une condescendance indue. À tout prendre, vous avez encore un mandat à la tête de la France. À tout prendre, vous avez encore 5 ans de politique au premier rang en France. Dans 5 ans, après 2021, dans 5 ans, vous aurez fini tout ce que vous pouviez faire à la tête de la France. Votre premier mandat est un mandat
d'ignorance, d'oubli, d'absence de prise de conscience de ce qu'est devenu l'Afrique. C'est un mandat où vous n'avez pas réussi à créer un commerce avec les peuples africains, une vie avec les peuples africains, alors que l'ensemble francophone est riche de possibilités formidables pour les peuples des deux bords. Je ne suis pas un anti-francophone. Je ne peux pas être anti-français. Ce n'est pas possible. Mais je suis un démocrate, un humaniste et un anticolonialiste radical. Je recommence. Je ne peux pas être anti-français. Je ne suis même pas anti-allemand, anti-américain. Je ne suis même pas anti-saoudien, anti-iranien. Je ne suis anti aucune nationalité. Car dans tous les pays du monde, il y a des bons et des mauvais. Moi, je suis l'ami de tous ceux qui s'efforcent de développer quelques vertus dans tous les peuples, dans toutes les sociétés du monde. Donc, dans mon cœur, ne peut se développer aucun anti. Mais je suis opposé à toutes les formes de justification de la domination. Je suis opposé à toutes les formes de justification de l'hypocrisie qui veut que vous continuiez de bénéficier de l'exploitation des peuples africains et que vous vouliez faire des leçons de morale aux Africains. Non, Monsieur le Président, vous et toute la classe politique française, de l'extrême gauche à l'extrême droite, l'intelligentsia africaine est assez mûre pour vous dire d'arrêter tous les micmacs, d'arrêter de ruser avec l'histoire, de ruser avec la vérité, d'arrêter les contorsions, d'arrêter les contournements, d'arrêter d'emberlificoter les faits, d'arrêter de nous fabriquer des ersatz, Monsieur le Président Macron. Il est temps que nous regardions sereinement le passé, le présent et l'avenir des relations franco-africaines et que nous trouvions une solution viable pour que l'ensemble francophone soit l'une des plus grandes matrices du monde du XXIe siècle. C'est encore possible si vous descendez de votre piédestal imaginaire. C'est encore possible si vous descendez de vos certitudes de classe et de race. C'est encore possible si vous révisez de fond en comble l'idéologie qui a présidé à la construction de la politique africaine de la France. C'est tout le mal que je vous souhaite, Monsieur le Président Macron, et j'espère que vous me recevrez bientôt pour vous dire en d'autres termes ce que cette conférence a voulu vous exprimer et exprimer à toute la classe politique française qui, je l'espère, bénéficiera de tout ou partie de notre exposé ce soir. Il ne s'agissait pas de défendre les 5 chefs d'État du Sahel, ils sont assez grands pour se défendre eux-mêmes. Il s'agissait de vous apporter une réponse développée et en profondeur pour vous montrer que les Africains savent à quoi vous jouez et qu'il ne sert plus à rien de continuer à jouer à cache-cache, Monsieur le Président, avec l'histoire et la vérité. Les temps ont changé. Les temps sont en train de changer. Si la France ne sort pas de ce que Jean-Achille Mbembe a si bien appelé son provincialisme impérial, si elle n'en sort pas, elle sera à la traîne de l'histoire des puissances. Car l'Afrique, quant à elle, elle s'éveille. Elle s'éveille chaque jour davantage. Et bientôt, rien, ni personne ne pourront l'arrêter. Chers amis, je vous remercie de partager cette vidéoconférence et je vous donne rendez-vous en toute fin de semaine pour une vidéoconférence sur l'actualité politique du Cameroun. Vous savez, je prends toujours le temps de me laisser absorber par les informations, les évolutions, les prises de position, avant de venir vers vous proposer les pains spirituels de la liberté. Merci de votre fidélité. Nous restons au travail. Eh bien, à bientôt. Vive l'Afrique libre, prospère, digne, une Afrique sans haine, sans anticolonialisme dogmatique. Vive la déconstruction, eh bien, des rapports néocoloniaux, économiques, politiques, culturels et sociaux. Vive tous ceux qui ont pris conscience que l'avenir est réservé à ceux qui précisément avaient perdu tout espoir. Au revoir. Au revoir.